Cathy Dos Santos, rédactrice en chef de l'Humanité. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Ouais. Et Jean-David Morvan, scénariste de bande dessinée. Exactement. Comment tu vas? Ça va moyen, mais ça va. Ouais, ça va moyen. Bon, et bah Cathy, je te laisse les rênes. Mais on fait ça ensemble. On fait ça ensemble, bien sûr. Je suis toujours au taquet, mais. On est Par très contre, fiers. je pense. Cathy, Il faut que je me rapproche, ouais, c'est ça? un peu, ouais. Je voulais d'abord te dire qu'on est très fiers de t'accueillir dans moi nos aussi. locaux, Jean-David Morvan, nos locaux, nos murs de l'humanité, où Madeleine a été une grande plume reconnue, une grande reporter qui a couvert les terribles guerres coloniales et surtout qui a suivi avec fougue le courage des mouvements de libération. C'est vrai en Algérie et c'est vrai aussi au Vietnam. C'est le sens de l'hommage qu'on lui a rendu, bien sûr, dans nos colonnes et dont parlait tout à l'heure Ouais, Margot. il y a un on a instant. lu 2 des papiers qu'on a republiés, un sur la guerre d'Algérie, un sur la guerre du Vietnam. Donc voilà, on a. Elle écrivait pas mal, hein. Elle écrivait beaucoup, Ouais, ouais. ouais. On a lu là, un témoignage d'une. Bah, il est encore là sous vos yeux, d'une petite vietnamienne. C'est. Da. Ouais, voilà. C'est fort, c'est dur, mais c'est fort. Jean-David Morvan, tu es scénariste de BD, tu es l'auteur avec Madeleine Riffaut, mais aussi ton complice dessinateur Dominique Bertaille. Ouais. Pour l'instant d'une trilogie consacrée à Madeleine, la résistante. On va revenir aussi sur tout ton parcours. On peut dire que tu es un scénariste sans doute un des plus féconds de ta génération. Ouais, on dit prolixe en général, mais c'est bien que ça change un peu parce que j'ai l'impression que c'est mon deuxième prénom, prolixe. Donc j'aime bien quand on ne l'entend pas. Voilà. Cela dit, c'est moi qui l'ai dit. Tu as collaboré avec les grands noms de la BD. Alors, en 2009, tu as remporté avec Wang Jiawei un Silver Award au prix international du manga pour Zaya, le prix des collèges en 2023 et le célèbre prix René Goscinny pour brosser très vite, très vite ton on va portrait. pas faire le compte de tous. Donc, depuis 2022, tu publies aux éditions Dupuis. Voilà, 2021. La trilogie donc consacrée à Madeleine la Résistante. Ça, c'est le tome 3. Ça, c'est le tome 3. Celui qui est sorti il y a un mois à peu près, c'est ça? Il est sorti le 23 août pour le jour de son anniversaire de ses 100 ans. D'accord. Donc, La Rose dégoupillée, L'édredon rouge et le dernier tome, donc, qui revient sur sa détention, sur les tortures qu'elle a endurées par la police française et la Gestapo, et puis sa participation à la libération de Paris. Ces 3 BD, on le dit parce qu'on va inviter bien évidemment à les lire, elles sont très fortes, à la fois intimistes, mais d'une grande portée historique et politique. On découvre une femme intrépide, déterminée, engagée, un caractère bien trempé. Un peu brisé aussi, mais je pense que ça fait partie du caractère aussi. Justement, je voudrais que tu nous dises un petit peu dans quelles circonstances tu as rencontré Madeleine Riffaut et pourquoi finalement tu t'es, on peut dire, pris de passion pour cette femme. Oui, à tous les sens du terme, pas seulement au travail. En fait, je travaillais sur une BD qui s'appelle Irena, qui est l'histoire d'Irena Sendlerova, une dame qui a sauvé 2500 enfants du ghetto de Varsovie, donc une résistante polonaise. Et moi, j'ai commencé la BD en 2014 et elle était morte en 2008, donc j'ai pas pu la rencontrer. J'étais vraiment fasciné par cette dame, mais frustré de ne pas pouvoir la rencontrer. Puis un jour, c'était un 8 mai 2017, ils ont repassé un documentaire qui s'appelle Résistante, dans lequel il y a Marie-Jo Chambard-Delauve, Cécile Roltangui et Madeleine Riffaut. Et je suis tombé amoureux de Madeleine. Enfin, je me suis dit, il faut absolument que je rencontre cette dame. Je me suis dit très exactement, espèce de crétin, si tu saisis pas ta chance de rencontrer quelqu'un qui est encore vivant de cette période, tu vas le regretter toute ta vie. Et Madeleine m'a attiré irrésistiblement. Donc, j'ai demandé à Renaud Saint-Cric, un copain journaliste, de me trouver son numéro. Il a mis 15 jours pour le faire. Il m'a dit, bon, je te le donne, mais je te préviens, faut pas que tu appelles trop tôt. Puis, bon, elle n'a pas une réputation de répondre très gentiment au téléphone, donc prépare-toi. Donc, je l'ai appelé. Moi, en plus, je suis nul au téléphone. Et donc, je lui ai dit, je suis un peu phobique du téléphone. Et donc, je lui ai dit, bonjour, je m'appelle Jean-David Morvan, je fais de la bande dessinée. Non, elle a tout de suite compris ce que je voulais faire. Donc, elle m'a dit, la bande dessinée, n'importe quoi. On m'aura mise à toutes les sauces. D'accord. Et puis, comment vous avez eu mon numéro? J'ai demandé à un copain journaliste. Voilà. Il me l'a donné, ça a mis 15 jours. Et vous êtes bien bête, je suis dans la mer. Donc, maintenant, je suis occupé. Rappelez-moi la semaine prochaine, on verra ce qu'on peut faire. Donc, voilà, j'ai attendu 15 jours et je l'ai rappelé. Ouais, elle ne veut pas entendre parler de rien du tout. Non, mais ça, c'est Madeleine. Maintenant, après, je l'ai connue, donc je sais que c'est la première réponse. Je dis souvent que Madeleine, c'est comme quand on arrive, sans doute, je ne l'ai jamais fait, mais dans un bar en Écosse ou en Irlande, il faut déjà se battre avec les gars pour être leurs copains. Il faut prouver quelque chose, quoi. Donc voilà, j'ai attendu 15 jours quand même d'avoir moins mal aux fesses, et puis je l'ai rappelé.
Et là, elle m'a dit, ah, tout a changé. J'ai mon copain Rolré Armat, qui est réalisateur, qui a fait des films sur moi, qui est un mec super. Il m'a dit, vraiment, Madeleine, en vieillissant, tu deviens conne. Je pensais pas que tu deviendrais conne comme ça. La BD, c'est vraiment super pour faire passer le message que Aubrac t'a demandé de passer. Je suis pas une victime, je suis un résistant. La BD, ça a changé depuis que tu en lisais quand tu étais jeune. Effectivement, quand elle était jeune, c'était il y a 90 ans. Donc la BD a changé. Et donc, elle m'a dit, venez me voir. Et on s'est rencontrés. Lucie ou Raymond Aubrac, Raymond. qui était aussi donc une grande figure de la résistance. Oui, tout à fait. Les deux, mais proche du Cathy. Mais là pour le coup, c'était Raymond qui venait la voir. Et d'ailleurs, on voit souvent Babette qui venait voir Madeleine, Babette Aubrac, leur fille, qui est la filleule de Ho Chi Minh d'ailleurs. Et donc voilà, c'est resté un peu en famille. Et comment va se passer cette première rencontre? Bien sûr, elle s'est passée hyper bien. Voilà. Je suis rentré. Je dirais, elle m'a ouvert. Je savais pas du tout qu'elle était aveugle, elle me l'a pas dit. Mais elle maîtrisait bien son environnement, donc ça se voyait pas. Elle était dans son appart. Et souvent, si on peut dire qu'elle s'est bien passée, elle me disait j'aimerais bien mettre le blouson que j'avais la première fois que t'es venu, tu sais, le blouson champagne, comme ça. Donc il y avait quand même ce lien là, voilà, entre nous de cette première fois, qui avait vraiment cliqué. Et puis moi, j'avais un train, je rentrais à Reims, j'habite à Reims, et elle habitait dans le Marais, donc heureusement, c'est pas très loin de la gare de l'Est. Et il fallait quand même que j'aille au train, donc j'arrêtais pas de lui dire en voyant tourner l'heure, Madeleine, faut que j'y aille. Ah oui, mais attends, j'ai encore un truc à te dire. Non, elle me vouvoyait à l'époque, attendez. Donc c'est tout, je cours jusqu'au train, j'ai finalement réussi à l'avoir d'extrême limite. Et puis en arrivant à la gare, on le raconte à la fin de la BD, en arrivant à la gare, je me dis, je vais quand même l'appeler parce que je suis parti en vitesse. Moi, ça ressemblait quand même à un rendez-vous amoureux, si on y regarde bien. Et donc je vais quand même la rappeler, donc je la rappelle. Et puis j'ai passé le moment où j'ai marché jusque chez moi, qui mettait 20 minutes. Et puis après, j'ai passé 4 heures dans la rue parce qu'elle avait plein de choses à me dire. Voilà, et Héloïse, qui travaille avec nous sur la BD, m'a amené un chargeur de téléphone, de l'eau aussi, parce que je marchais dans la rue parce que je savais que si je montais l'escalier, ça allait couper. Et je voulais pas que ça coupe. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis après, c'était l'enchaînement des coups de téléphone jusqu'à 3 heures du matin, pendant des heures, pour travailler sur cette BD. Voilà, c'est parti comme ça, c'était assez extraordinaire. Et je ne connaissais pas à l'époque un quart de la moitié de sa vie. J'ai découvert tout ça au fur et à mesure, et à chaque fois, j'étais esbody. Je vous coupe pour deux choses. D'abord, on a eu un raid. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un raid sur Twitch? Non. Non, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui stream sur sa chaîne, qui nous a envoyé toutes les personnes qui le regardaient. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un qui s'intéresse à ton travail. Donc, c'est très sympa. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre pour le remercier. Merci beaucoup, la cantine, et à tous les gens qui viennent nous écouter et nous regarder. Et ma deuxième intervention, c'était une question. Tu parlais un peu de cette rencontre, de ces premiers coups de téléphone, et c'est des choses que tu dessines et que tu racontes aussi dans la BD, dans le premier tome. Pourquoi ça te semblait important? Je vais le montrer. Hop. Pourquoi ça te semblait important de raconter aux gens qui lisent la BD, de raconter aussi cette rencontre? En fait, on a les coulisses un peu de... Dans l'album, dans la série, on n'a pas voulu se mettre en scène avec Dominique le dessinateur ni Héloïse. On trouvait que c'est raconter l'histoire de Madeleine et que nos vies à côté sont bien piètres par rapport à la vie de Madeleine. Mais on a fait quelque chose d'extraordinaire qui était dû à notre éditeur José-Louis Bocquet à l'époque, qui a commencé à éditer cette BD. Et il s'est dit, si vous faites un gros livre, Madeleine, elle avait 93 ans à l'époque. On ne sait pas combien de temps elle va vivre, il faut être franc. Et donc, plutôt que d'attendre le gros livre, on va lui couper en 3 et on sortira ce qu'on appelle un cahier à chaque fois. Et donc, dans ces cahiers, pour que ça aille plus vite et qu'elle puisse relire. Et donc, dans ces cahiers, on a mis des bonus. Et dans ces cahiers, on a raconté cette histoire-là. L'histoire de la rencontre. C'était un bonus un peu à part. Et puis, ça a semblé tellement super à tout le monde qu'on s'est dit qu'on le mettrait dans l'album parce que ça raconte aussi autre chose de Madeleine. D'un côté, il y a son histoire et puis d'un autre côté, il y a notre rencontre. Et je dirais que presque tout ce qu'on a vécu ensemble, ça pourra prendre un album peut-être supplémentaire qu'on fera pas parce que on sera pas dans le sujet, parce que ce serait un peu mégalo peut-être, mais en fait, en mettant des petites touches comme ça, je pense que c'est intéressant de voir quelle relation on avait avec elle et que c'était plus qu'une bande dessinée finalement. Justement, on sent à travers ce premier tome, mais de manière générale, ces 3 tomes où Madeleine, finalement, est partie prenante, c'est sa voix. C'est aussi elle qui parle. Une extraordinaire complicité. Comment ça se travaille? Comment ça se creuse? Comment ça se solidifie? C'est dur à dire. On a discuté. Tout de suite, elle m'a dit « Ah, tiens, assieds-toi dans le fauteuil de Aubrac. » C'est là qu'il s'asseyait quand je venais. Bon, j'étais un peu flatté, quoi. Et puis, c'est venu vite, quoi. Je pense que c'est venu vite. Ça a cliqué tout de suite. Je pense qu'avec Madeleine, ça clique ou ça clique pas, donc j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. C'est parti comme ça, et après, on n'y a plus vraiment pensé, c'était devenu vraiment naturel. Il y a eu des moments un peu plus durs, par exemple,
À un moment, on attendait pour avoir les contrats, donc j'étais un peu déprimé parce que je voyais que ça n'avançait pas, j'étais un peu triste. Et donc, elle a pris les choses en main, elle a appelé notre éditeur, ce fameux José Louis qui est super, et elle lui a dit mais dis donc, moi j'ai signé mon contrat, mais j'apprends que mes copains ils l'ont pas signé, donc moi je vous préviens, hein, si vous voulez pas le faire, j'annule mes contrats et puis on va chez quelqu'un d'autre, hein, parce que des éditeurs, c'est pas ça qui manque. Hein. Et donc, tu es là, mais oui, Madeleine, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Donc, bon, évidemment, elle a fait de l'édition toute sa vie. C'était son métier, d'écrire des livres et des articles. Donc, elle nous a beaucoup soutenus aussi pour ça. Et puis, c'est né comme ça, je pense. C'est vraiment super difficile à dire. Ça s'est fait tellement naturellement et tellement vite que... Alors que je savais pas, la première fois que je suis allé la voir, si elle allait me dire, tiens, voilà un livre, travaille là-dessus, ciao, ou reviens me voir une fois tous les 3 mois, ou voilà, mais à ce point-là, je pensais pas que c'était possible. Et puis un jour, comme je devais partir le soir, et qu'elle, à l'époque, après ça a changé, mais elle se levait tard, parce qu'elle se couchait tard, très tard. Et donc un jour, elle m'a dit, ah mais quand même, c'est dommage, parce que tu dois prendre le train, donc on se voit pas longtemps. Mais en revanche, je dois te dire, j'ai un appartement en haut dont je me sers plus, qui est mon ancien appartement. Mais il y a un lit dedans, donc si tu veux, tu peux dormir. Donc j'ai dit oui une première fois. Et puis après, c'était l'engrenage était parti. C'est-à-dire, elle me disait, tu vas pas venir juste pour une journée, tu vas quand même dormir, tu vas rester 2 jours. Donc c'est à peu près ça que j'ai fait pendant des années, finalement, rester avec elle 2 jours et demi, 3 jours par semaine. Donc voilà, la complicité est née comme ça. Et puis après, je lui ai présenté Héloïse de la maison, ma compagne, avec qui qu'elle a aimé tout de suite. Et puis comme on a eu un petit bébé il y a 6 mois, eh ben, elle est devenue la marraine du bébé. Donc, on a pu concrétiser ça. Avoir 100 ans de différence d'âge, quand même, c'était quelque chose d'impressionnant. Donc voilà, c'est Madeleine. Un Mathieu. Tu disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler avec Madeleine, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne connaissais pas grand-chose. Quel travail historique tu as dû faire pour finalement parvenir à bien contextualiser, pas tronquer, parce qu'on sait forcément que la mémoire, elle est sélective et celle de Madeleine pouvait, elle aussi, flancher. Alors, la mémoire de Madeleine, elle est impressionnante et je pense que personne ne peut le croire parce que je pense que ça n'existe pas un cerveau comme ça et je pense que j'en croiserai jamais un dans ma vie. Pour prendre un exemple différent, parce qu'effectivement, on peut se dire elle a reconstitué des choses et c'est quand même sans doute le cas. Mais il n'y a pas longtemps, on discutait et elle me dit « Ah bah tiens... on parlait de vaccin ou je sais plus quoi. Elle me dit ah bah tiens, moi j'ai été modèle vaccin. Bah je lui dis comment ça. Bah quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, il y avait une maladie qui s'appelait le crampe qui sévissait, qui était une maladie pulmonaire et il y avait des gens dans le village qui étaient des enfants qui étaient morts dans la classe de ma mère et donc mais les gens ils voulaient pas se vacciner, ils avaient peur comme quoi 100 ans de décalage, ça change rien. Et donc elle me dit bah en fait le médecin, il a demandé à ma mère que je me mette sur une table. Et ils m'ont vacciné en direct devant tout le monde. Et les gens du village ont dit bah, si l'institutrice elle fait vacciner sa fille, c'est que c'est pas dangereux. Et donc, elle a aidé à faire de la vaccination. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un souvenir historique en soi. Et c'est pourtant quelque chose qui ressort directement de sa mémoire. Et donc, c'était pareil pour toute sa mémoire. Et finalement, à chaque fois qu'on s'est dit Madeleine se trompe, une fois qu'on a eu vérifié, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas compris ou quelque chose qui avait été mal raconté quelque part. Et en fait, elle avait raison. Et donc, c'est ça qui est impressionnant. Donc, après, notre parti pris, c'est bon. Ça paraît improbable, mais sans doute Madeleine a raison. Et finalement, on s'est rendu compte à chaque fois que c'était vrai. Donc, il y avait dans sa raison à la fois sa mémoire et en même temps 50 ou 60 ans, peut-être même plus, 80 ans de géopolitique mondiale, de connaissance parfaite du terrain, de connaissance des gens aussi sur place et des hommes politiques et de tous les partis. Donc, tout ça fait qu'on était bien petits à côté d'elle. Il y a 1 an à peu près, au moment de la publication d'une BD, on aura peut-être l'occasion de revenir sur l'ensemble de ton travail. J'aime bien l'idée de parler de Madeleine. Mais tu vas voir pourquoi. Ouais. C'est la bande dessinée qui est consacrée au groupe Manouchian. Ouais. Et à Missak Manouchian, à sa pantélisation avec Méliné et le groupe des 23. Missak Manouchian va occuper une place très singulière dans la vie de Madeleine. C'est peut-être un des personnages clés qui va finalement la pousser à entrer en résistance. En résistance, elle y était déjà parce qu'elle était au Front National de Libération. Ah, très bien. Mais dans le FTP, bien sûr, dans les francs-tireurs partisans. Voilà. Ouais. Alors, elle n'est pas dans le MOI, donc la main-d'œuvre immigrée parce qu'elle est française. Donc, elle est rentrée dans le FTP après avoir vu la fiche rouge et s'être dit, mais si ça se trouve, tout le mouvement FTP-MOI qui sont les grands héros de cette époque-là de Paris, puisque c'est les tueurs de nazis.
étrangers donc, sont décapités. Alors, il n'y en a qu'une qui a été décapitée, c'est Golda Olga ou Golda Bancic, mais les autres ont été fusillés, mais bon, évidemment c'était une image. Et donc il faut que je fasse quelque chose. Et donc elle est rentrée dans le groupe à la suite, et on lui a dit, mais tu sais que si tu rentres dans le FTP, tu as une moyenne de survie de 3 mois. Elle a dit, je m'en fous, je sais tirer, mon père m'a appris, je sais conduire une voiture s'il y a besoin, donc faites-moi rentrer. Et elle s'est, je pense que c'était en mars, donc elle s'est fait arrêter en juillet, donc voilà, elle a un peu dépassé les 3 mois, mais pas de beaucoup. Je me permets juste, je vous lis un petit message du chat parce que je le trouvais assez sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié Missak Méliné et le groupe Manouchian de Jean-David Morvan. C'était un bel éclairage sur ses parcours de vie si formidables et cruellement d'engagement. J'ai hâte de me plonger dans l'histoire de Madeleine, résistante. Bah, on voit entre Madeleine et le Manouchian, il y a un crossover, c'est-à-dire il y a une scène qui est la même, qui est une attaque du FTP à l'Odéon. Et l'album de Missak, bon, vous le voyez pas, mais en couleur, il est que comme l'affiche rouge, donc il est rouge, gris et jaune. Mais la seule petite touche de bleu de l'album, c'est la petite Madeleine qui est dans la foule et qu'on voit pas beaucoup. Donc voilà. Peut-être c'est l'occasion de montrer quelques planches de la bande dessinée, parce que c'est vrai que tu parles du bleu, les gens qui n'ont pas lu la BD, ils savent pas forcément pourquoi tu parles du bleu. Ouais. C'est en fait la couleur qui est omniprésente. Exactement, c'est Dominique Bertaille, le dessinateur, qui a choisi de le faire en bleu. Et en fait, c'est un marqueur formidable de cette BD, parce qu'aujourd'hui, on n'imagine plus la vie de Madeleine autrement qu'en bleu. Ce qui est vraiment un effet de la bande dessinée. Avant, ça n'existait pas. Et c'est génial. Moi, je repasse souvent les photos de famille en bleu avant de les poster. Voilà, c'est devenu sa couleur. Alors après, elle dit souvent à Dominique, mais moi, j'étais contente quand tu m'as dit que ça allait être en bleu, parce que j'ai eu un bon copain dessinateur un peu connu qui s'appelait Pablo Picasso. Et donc, sa période bleue, moi, j'adorais quand je voyais clair. Donc, je suis content et je l'imagine comme ça. Donc elle dit, je suis vraiment désolé de pas. Enfin, j'aurais bien aimé te faire rencontrer Picasso. Dominique répondait à chaque fois, bah oui, moi aussi, j'aurais bien aimé le rencontrer. Donc voilà, mais le bleu, c'est devenu la marque de fabrique. Ouais, finalement. Alors que ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte, j'avais pas fait exprès, mais les 3 titres sont rouges, c'est-à-dire la rose dégoupillée, l'édredon rouge et les nouilles à la tomate. Tout ça, c'est rouge. Alors que c'était pas voulu. Non, pas du tout. Tu t'en es rendu compte après. Ouais, c'est quelqu'un qui me l'a dit à lecteur. Dans ces 3 tomes de BD, il y a bien évidemment des épisodes historiques, politiques, très forts. L'engagement de Madeleine est politique. Madeleine est communiste. Bien sûr. On peut-être oublié de le dire, mais il y a aussi des passages très intimistes. Et je voudrais savoir comment on parvient à mettre en scène, quand je pense intimiste, en fait plutôt intime. Ouais. Je pense notamment au fait qu'elle a subi un viol, qui a été un véritable traumatisme. C'est pour ça qu'on disait brisé sans doute tout à l'heure. Oui. Ouais. Une femme brisée. Comment on mêle à la fois ce récit historique et ces moments très intimes, douloureux c'est d'abord... Parce qu'elle n'en parlait pas beaucoup. À nous, elle nous en a parlé, alors ça voulait dire qu'on avait le droit de le faire. Comme je lui ai relu tout, c'est pas passé par hasard, elle a validé tout ça. Elle a eu envie d'en parler à ce moment-là, elle a eu besoin d'en parler. Je pense que on peut dire qu'avec Dominique, on va continuer, mais on fait presque l'autobiographie de Madeleine. C'est-à-dire qu'on est 2 humains, mais on est presque les outils de Madeleine qu'elle ne peut pas utiliser puisqu'elle ne pouvait plus lire à cause de ses yeux et puis dessiner. J'ai vu quelques dessins d'elle qu'on a encouragé que Abidine, un peintre, l'avait encouragé à faire. Bon, je pense qu'elle a bien fait d'écrire. Mais c'était une des bonnes tentatives quand même. Et donc, je pense que c'est le livre, cette bande dessinée, qui est le plus proche finalement d'elle par rapport aux autres livres qui existent. Enfin, c'est pas pour nous prendre au malin, mais nous prendre pour des malins, mais je pense que c'est vraiment le plus proche. C'est-à-dire qu'effectivement, le tome 2, comme il est très compliqué, par exemple, c'est le quotidien de la résistance dans Paris. Elle disait, mon maquis, c'est Paris. En fait, c'est plein de détails, plein de choses qu'on n'a jamais lues. Et donc, je lui ai relu peut-être, je sais pas, 17 fois pour réussir à le faire. Donc, elle était vraiment impliquée dans ce process. C'était pas juste... elle n'avait pas juste son nom sur la couverture pour faire beau. Donc, c'était vraiment... j'étais plutôt son co-scénariste, très exactement. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du texte-off de Madeleine qui nous parle. Et en fait, j'ai eu cette intuition-là, comme elle me tutoyait. Je me suis dit, j'ai jamais lu ou très peu de BD dans lesquels le texte-off, la voix, tutoie le lecteur. Et je me suis dit, ce serait pas mal de le faire. Donc, j'ai fait des tentatives, ça marchait bien. Alors, j'ai beaucoup bossé pour récupérer la voix de Madeleine en écriture, mais c'est pas dur. Elle a une manière de parler et d'écrire qui est bien à elle. Et puis j'ai commencé à dire tu, et les gens, en fait, ils commencent, j'imagine, à lire l'album en disant, elle parle à Jean-David, elle parle au scénariste, voilà.
Mais en fait, au bout de 5 pages, on a oublié que j'existe. Et tant mieux. Moi c'est justement pour ça qu'on n'est pas non plus dans l'album et qu'on est après. On oublie que j'existe et en fait, elle parle au lecteur. Et c'est ça que je voulais et c'est ça qui marche très bien. Et c'est fabuleux. Parle-nous des faits d'armes un petit peu de Madeleine pour quiconque. Je pense à Clibaro qui dit tiens, je connais la BD de Manouchian, mais pas celle de Madeleine. En fait, si j'élargis la question, je dirais que la raison pour laquelle on a fait cet album, cette série comme ça, c'est que Madeleine est amenée à 20 ans, à 19 ans, très exactement, 19 ans et 11 mois, à tuer un soldat allemand sur le pont de Solferino, 2 balles dans la tête. C'est les ordres de Roll qui dit il faut montrer Roll Tanguy. Roll à l'époque, mais oui, pardon, Roll Tanguy. À l'époque, c'était juste Roll. Autre grande figure de la résistance. Voilà, et qu'elle connaissait pas à l'époque, elle a très bien connu après. Et en fait, qui disait il faut montrer aux Parisiens que les Allemands sont pas invincibles, donc tuer des Allemands dans la rue, montrer que quand on va lancer l'insurrection parisienne, qui mènera à la libération de Paris le 25 août 1944, on peut se battre contre les Allemands. Et il faut tuer des officiers allemands si possible, parce qu'ils n'aimaient pas tuer des soldats, et ils trouvaient que les officiers, c'était plus important, dans la rue pour montrer aux gens. Donc elle en est arrivée à faire ça. Mais, et Madeleine était assez intelligente pour ça, elle dit, je sais bien que mon acte, en fait, aujourd'hui, se comprend peu. On a plutôt de l'empathie, finalement, pour le soldat allemand. Avec 80 ans après, en se disant, mais si ça se trouve, le gars, il était sympa, si ça se trouve, il était là par hasard. Bon, on pense pas une seule seconde que si ça se trouve, il était vraiment pas sympa et qu'il venait de faire déporter des enfants. On a une sorte d'empathie immédiate, et elle disait, à juste titre, on a sans doute plus d'empathie pour les malgré nous, qui ont été embarqués en Alsace ou en Lorraine, qui sont allés se battre avec les Allemands, dont certains ont fait le massacre de Radour-sur-Glane, qu'elle connaissait bien. Et moins d'empathie pour moi qu'est-ce que tu es un soldat allemand parce que je passe pour une tueuse alors qu'eux, ils passent pour des victimes. Terroriste d'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Oui, terroriste. Et donc c'était une ambivalence intéressante. On a discuté avec elle, ça c'est une formule de moi, mais elle me l'avait validée. C'est dire, les malgré nous, on a menacé leur famille, on a menacé leur vie, donc ils ont dit oui, ils sont partis avec l'armée allemande faire des massacres en Estonie par là et puis revenus en France. Ils ont dit oui. Et moi, on a menacé ma famille, on a menacé ma vie, j'ai dit non. Donc, je ne peux pas me mettre sur le même plan qu'eux. Voilà. Donc, finalement, tout le premier tome, il sert à expliquer comment une petite fille comme ça va devenir une tueuse, qu'on voit à la fin du tome 2, une tueuse de soldats allemands. Qu'est-ce qui fait que la résistance nous emmène à faire des actes comme ça ? Et elle l'a fait, et elle le regrette. C'est-à-dire, elle ne regrette pas d'avoir tué le symbole, parce que c'est un geste politique. Elle dit, évidemment, tuer ce gars, ça ne changera rien à la guerre. Sauf que psychologiquement, en fait, ça a changé l'esprit des Français. Et c'est ce qu'ont fait aussi Manouchian et ses gars, en tout cas le FTP et le FTP Moy. C'est-à-dire, Paris, en 1941, c'était la ville où tous les Allemands voulaient venir en résidence, en permission, pardon, parce que c'était cool, il y avait du champagne, il y avait des petites putes partout, c'était super cool, c'était la ville lumière, bravo Paris, quoi. Et au fur et à mesure, ils ont changé l'esprit des Allemands, et Paris est devenue la ville la plus dangereuse pour les soldats allemands, et la peur a changé de camp. Et comme ça, ils ont pu libérer la ville, et elle a participé à ça vraiment en plein. Et c'est ça qu'il fallait expliquer, c'est-à-dire, c'est un contexte aujourd'hui, 80 ans après, qui est beaucoup plus compliqué à comprendre, et il faut le ramener au départ et faire suivre les gens la vie de Madeleine, et donc l'intime devient très important dans tout ça, parce que en fait, c'est que des ressorts intimes, justement, de l'humiliation quand elle prend un coup de pied au cul en arrivant à la gare d'Amiens de retour de l'Exode. Et elle dit c'est l'humiliation qui fait qu'on rentre dans la résistance, beaucoup plus que des idées politiques où voilà, on se sent humilié et on se dit il faut que je me batte contre ces gens. Même si Madeleine, comme Missak Manouchian, comme Roll, comme tous ceux que tu cites, avaient des idées politiques affirmées. Oui, aucun doute là-dessus. Et après, et des idées politiques pour Madeleine aussi qui ont été évidemment complexifiées par quand ils ont découvert qui était vraiment Joseph Staline. Donc tout ça a été très complexe finalement et intéressant historiquement, vraiment intéressant. Madeleine insistait beaucoup sur un aspect, on a dit Missak Manouchian, ce héros, et elle le considérait comme un héros, notamment via la fameuse et célèbre affiche rouge, dont d'ailleurs la couverture de ta BD. Oui, on a fait une allégorie de l'affiche rouge, exactement. Je la remontre une nouvelle fois. En fait, on a rajouté 2 filles, mais on a
Mais on a rajouté ici, ça c'est... non, mais ça marche pas. Il y a Méliné, et puis il y a Olga, mais... enfin Golda, mais on a remis les visages effectivement au même endroit que sur les petits ronds. Je sais pas si vous voyez la fiche rouge, mais il y a les petits ronds. Et donc on a remis les visages exactement au même endroit. C'est un triangle, donc on a mis les jambes pour faire le triangle. Donc voilà, on a fait une métaphore en quelque sorte. Elle disait c'est un héros, oui. Mais elle refusait absolument d'être considérée comme une héroïne. Comme une héroïne, bien sûr. Mais je crois que s'il avait survécu, il aurait refusé d'être aussi un héros, et les autres aussi. C'est-à-dire que c'est des gens, ils avaient... je pense jamais demandé à en tuer d'autres. Enfin, ils voulaient pas, en fait. C'était pas leur but. Dans la vie, c'était des littéraires, Madeleine particulièrement. C'était des gens qui ont été cassés par la guerre dans tous les cas. Et ils avaient jamais demandé à tuer des gens. Ils ont été forcés à le faire. Et je pense qu'ils avaient ce côté-là en se disant, je suis pas un héros, mais par contre, j'ai fait ce que je devais faire. Et finalement, c'est peut-être ça la définition du héros. Bien réfléchi. Il y a un an, donc, je t'avais interviewé à l'occasion de la sortie de cette BD. Et je t'avais posé cette question quand même qui me brûlait les lèvres. Tu as fait de la BD sur des serial killers. Ouais. Et là, donc tu fais une trilogie. Il y aura d'autres tomes, mais je propose que ce soit des petites questions qu'on te pose après sur Madeleine, sur Missak Manouchian, mais aussi sur Ginette Kolinka, cette fillette juive qui a été déportée à Auschwitz, qui est une survivante de la Shoah et qui aujourd'hui va dans les écoles, transmet cette mémoire. Génial aussi, quoi, oui. Qui est aussi un destin et une histoire absolument extraordinaire, pleine de générosité. On va la montrer, on en profite. On a tout préparé. Comment on passe donc de BD sur des serial killers à quasiment des personnages de cette trempe-là. Non pas que les serial killers ne soient pas des personnages. Mais ils méritent des trempes en tout cas. On n'est pas du tout dans le même univers et dans le même registre. En fait, pour moi, on est exactement dans le même univers. C'est-à-dire que mon idée, mais c'est à mon niveau, c'est de comprendre ce qui se passe dans la putain de tête des humains. Et donc, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et essayer de comprendre comment les humains fonctionnent. Et donc, c'est intéressant de voir comment ils fonctionnent dans divers cas de leur vie, quoi. Et des personnages totalement différents. En fait, j'ai fait un Jaurès aussi, qui était bien intéressant, un Mao Zedong, qui était bien compliqué aussi. Mais essayer de comprendre comment les humains fonctionnent, c'est ça qui me plaît le plus. Et essayer de le retranscrire en bande dessinée, comme c'est mon métier et c'est ma passion, voilà, c'est ça qui est intéressant. Avant, moi, j'étais surtout connu pour être un scénariste de science-fiction, avec des séries comme Sillage et d'autres. Mais je faisais déjà ce boulot, c'est-à-dire que je prenais l'histoire, je prenais l'actualité, et avec Philippe Buchet, on faisait des BD de science-fiction, mais qui parlaient de ces thématiques-là, de la démocratie, du terrorisme, on a parlé de tout ça, et juste on le camouflait à travers le prisme de la SF. Mais je me suis rendu compte que finalement, j'avais toujours fait des BD sur la résistance, et que ça me paraissait... j'avais pas vu, mais que c'est un chemin logique d'en arriver finalement à Madeleine. Et c'est intéressant de se rendre compte de soi-même au fur et à mesure des années, peut-être 20 ans après. Et de la même manière, quand j'ai rencontré Madeleine, je ne savais pas, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi je l'avais contactée. Vraiment, à part cette envie-là, mais j'ai vu des milliers de documentaires et je n'ai jamais contacté les gens. C'est que mon héroïne de Sillage, qui s'appelle Névis, en fait, je me suis rendu compte après que c'était Madeleine Riffaut, c'est-à-dire anticolonialiste, avec le même caractère, avec ce même besoin d'aider les gens, d'être idéologue par moment, mais d'être capable de voir qu'elle s'était trompée et de revenir en arrière, d'essayer de comprendre. Donc quelqu'un de très intelligent. Et finalement, j'étais en manque, pour des raisons éditoriales qu'on va passer ici, de mon personnage que j'avais inventé 20 ans avant, Névis. Et j'ai replaqué tout sur Madeleine. Mais vraiment, je vous jure que ça fait bizarre de rencontrer en vrai quelqu'un qu'on a eu l'impression d'inventer. C'était magnifique, quoi. C'était vraiment un grand moment. Je parlais avec Névis, quoi. C'était dingue. C'est marrant parce qu'en fait, moi, pour tout avouer, quand j'ai vu ton nom, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose, c'est pas possible, j'ai déjà lu des trucs à lui et tout. Et en fait, j'ai découvert que c'était effectivement aussi toi qui avais écrit Sillage, des BD que je lisais quand j'avais 10-12 ans, quoi. Ah, moi aussi, j'avais 15 ans quand j'ai commencé. mais donc, ça m'a fait, ce lien, effectivement, dont tu parles, entre l'écriture du personnage de Névis et ensuite le récit que tu as fait de Madeleine, pardon. C'est vrai que ça m'a aussi beaucoup touché, et ce rapprochement, j'ai trouvé ça assez incroyable. Donc, pour tous les gens qui ont lu Sillage comme moi, qui ont beaucoup aimé, je vous invite à continuer de lire tout ce que tu as écrit, parce que c'est plein de choses, on retrouve plein d'éléments finalement. Oui, je pense qu'il y en a plein, mais je pense que quand on lit mes BD, c'est peut-être le seul intérêt que je peux avoir. On me retrouve, c'est-à-dire que je suis quand même, que je le veuille ou non,
l'auteur de ces BD, en ce sens que je ne fais que ce que je sais faire. donc, moi, je vois tellement de choses quand je relis les sillages, les premiers, et je me dis, ah, mais ça, je l'ai utilisé dans Madeleine. Mais même juste le fond de sillage, on s'était dit avec Philippe Bûcher, on va raconter la vie entière d'une humaine, qui est la seule humaine dans un convoi d'extraterrestres. Voilà, c'est ça le pitch, et qui essaye de se définir, de se comprendre qui elle est à travers des extraterrestres. Donc, elle n'a pas d'altérité, en fait. Donc, elle est obligée d'imaginer ce qu'étaient les humains. Et on va raconter toute sa vie. Et finalement, c'est aussi ce qu'on fait avec Madeleine, c'est-à-dire qu'on va raconter toute sa vie. Et donc, les deux séries sont tellement proches, c'est presque décevant pour moi de me rendre compte que je sais faire qu'un truc. Mais bon, j'essaye de le faire bien. Tu fais très très bien ça. Ouais, c'est gentil. Peut-être que ça se soulève. C'est gentil. Dans tes envies, il y a aussi l'envie de transmettre. Tu nous disais ça dans un entretien. Il y a un an de transmettre aux jeunes générations. C'est important. C'était aussi un peu la volonté de Madeleine. Oui, bien sûr. Madeleine, c'est ça. C'est ce que lui a dit Roltré à Matt. Tu peux plus aller dans les écoles maintenant, t'es trop âgé, c'est trop compliqué, t'es aveugle. Et la BD, c'est un bon moyen de continuer le témoignage, et c'est hyper important. C'est vrai que du coup, j'ai fait beaucoup d'interventions scolaires, de choses comme ça, pour Madeleine, pour Ginette. J'ai jamais vu Madeleine en intervention scolaire, mais j'ai vu Ginette. Et donc c'est toujours un moment extraordinaire, et je ne doute pas qu'avec Madeleine, c'était pareil. Je l'ai vue une fois filmée, elle faisait frissonner les gens. Et c'est ça que j'essaye de rendre, et dans les BD, et aussi quand je le fais, c'est-à-dire j'essaye de rendre cette énergie-là qu'elles transmettent aux jeunes. Et puis avec cette question essentielle elles ont 100 ans. Donc pour Madeleine, ça y est, c'est fini. Pour Ginette, je lui souhaite encore de nombreuses années. Elle est en forme, donc tout va bien. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Mais c'est sûr que ça aura une fin. Et donc il faut trouver comment on va témoigner autrement. Et la BD, si elles sont bien faites, c'est peut-être pas mal. Ça participe au travail de mémoire. Oui, ça va devenir, je pense, le travail de mémoire. Moi, j'aime pas dire devoir de mémoire, parce qu'à l'école, je faisais pas mes devoirs, j'aimais pas ça. Donc, j'aime toujours pas faire des devoirs. Si on me forçait à le faire, je le ferais pas, mais envie de mémoire, c'est sûr. Ouais. T'as une question ? Non, non, je pensais effectivement, on a un peu commencé à en parler avec Margot de cet impératif de mémoire, en tout cas. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose dont on manque aujourd'hui dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées ? Est-ce qu'on devrait plus voir des Ginette Kolinka, des Madeleine Riffaut venir témoigner de leur histoire et raconter leur histoire ? C'est une bonne idée, mais c'est plus trop possible, parce qu'il y en a plus beaucoup. Après, des histoires, il y en a encore plein. Il y a des femmes du Liban, il y a des femmes afghanes, il y a plein de choses qu'on pourrait raconter, mais c'est vrai que cette guerre-là, c'est la France, quoi. Donc, c'est aussi l'histoire de la France. Moi, je suis content sur le Manouchian, par exemple, d'avoir pu montrer ça aussi, à des gens aujourd'hui qui ne se sentent pas forcément français, toute une population qui se sent à l'écart, que en fait, ces petits Arméniens, ces petits Juifs de rien du tout, qui étaient aussi un peu mal vus par la société de l'époque, ont quand même aidé à sauver la France et ont donné une image formidable à la France, et que c'est possible encore aujourd'hui. C'est pas un message neutre. Je pense qu'il y a un message d'intégration dans tout ça. Madeleine, elle était là aussi pour le faire, et on leur doit ça, je pense. On leur doit ça vraiment. Missak Manouchian, à qui on avait refusé par 2 fois la nationalité française. La deuxième fois, c'était le début de la guerre, donc son dossier n'a pas été traité. La première fois, il n'a pas été, il a pas eu le droit d'être français, et c'est en ça que la panthéonisation était magnifique. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on panthéonisait quelqu'un qui n'était pas français, donc c'est un message assez incroyable. Étranger communiste de la FTP Moy. Ouais. Est-ce qu'on pourrait parler des prochains tomes, justement? Oui, bien sûr. Oui. Parce que ce qui est important, je trouve, depuis que tu es arrivé dans le studio, je pensais te voir abattu, mais tu es tout plein, non, je peux pas, c'est impossible. Tout plein de courage, tout plein d'entrain, et finalement... Je sais pas combien de temps ça durera, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y a donc 3 tomes qu'on a montrés ici à l'écran. Combien d'autres sont en préparation? Est-ce que tu peux... Évidemment, ne demande pas de tout nous livrer, mais nous pitcher un petit peu les prochains... c'est trop long. Il y en a, vu avec Madeleine, si je devais tout vous raconter, il y en a pour 7 ans, à peu près, si ça allait, parce qu'on a fait déjà quelques albums. Mais elle est morte à 100 ans. Là, elle vient d'avoir 20 ans à la fin du tome 3, donc il nous reste 80 ans à raconter. Donc on a beaucoup d'albums à faire. Je pense qu'on va arriver à 9 peut-être. Dominique, le dessinateur, dit 9 albums. Parce que le 4e, qui sortira normalement à la fin de l'année prochaine, 2025, donc... c'est la fin de la libération de Paris. Donc, on a encore beaucoup de choses à raconter sur la libération de Paris. Chacun des albums, en fait, qu'on raconte se raccourcit au niveau du temps. Et donc, le dernier, il va durer 3 jours. C'est un album qui dure sur 3 jours et qui sont quand même bien... les jours bien remplis. Voilà, bien remplis. Donc, c'est ça. Et puis après, on passera directement, je pense, au 11 novembre 1944.
Donc la guerre n'est pas finie, mais Paris est libéré. Elle rencontre Paul Éluard, qui va lui sauver la vie, psychologiquement, parce qu'elle est proche du suicide en choc post-traumatique après la guerre. Elle n'a pas pu partir avec ses copains qui ont poursuivi les Allemands parce qu'elle était femme mineure et tuberculeuse. À l'époque, c'était 21 ans, hein, la majorité. Donc elle reste à Paris, elle ne peut pas dormir à cause des tortures et des chocs électriques qu'elle a pris qui l'empêchent de s'endormir, donc elle voulait se jeter par la fenêtre. Et Éluard la prend en main, il lit ses poésies, il les trouve géniales, il lui dira d'ailleurs, tu sais d'habitude tout le monde me montre ses poésies et je suis obligé de dire assez bien, gentiment, alors que c'est pas terrible, mais toi c'est vraiment génial. Donc je vais éditer ton premier recueil, et donc c'est comme ça qu'elle a rencontré Picasso, parce qu'il a dit on va demander à mon copain Pablo de faire ton portrait pour le frontispice du livre, qui s'appelle Le Point Fermé. Et donc, qui est magnifique. Et donc après, il lui dit, mais tu sais, poète, ça gagne pas bien sa vie. Moi-même, je suis obligé de vendre des toiles de mes copains de temps en temps. Lui, il avait des bons copains, donc quand il vendait une toile, c'était cher. Mais Madeleine, elle n'avait pas ça encore. Donc il lui dit, deviens journaliste. Donc on va aller chez Aragon. Il a le journal ce soir. Tu vas rentrer chez Ce Soir et tu vas devenir journaliste. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Après, elle est passée à La Vie ouvrière, puis à l'Humain en 57 pour couvrir la guerre d'Algérie. Et donc ça, c'est tout ça qu'on va raconter, avec la rencontre avec Ho Chi Minh, avec la rencontre avec Vercors aussi, le grand écrivain, qui a été, pour moi, je vais le dire comme ça, mais son amour, comment on va dire le mot, platonique pendant 40 ans, avec des croisements comme ça, où ils n'ont jamais osé se dire ce qu'ils pensaient l'un de l'autre, en tout cas amoureusement, et donc c'est assez beau. Et puis tout son parcours en Algérie, au Vietnam, au Congo, où elle est revenue avec le choléra, où elle a failli mourir. Enfin, toutes sortes d'histoires complètement dingues qui sont aussi folles que celles de la Résistance, même si elle est plus soldat, elle est journaliste. Mais en fait, on revient toujours à la Résistance parce qu'elle retrouve toujours des copains de la Résistance qui viennent lui parler, qu'elle retrouve par hasard, comme un certain Fenestrel, finalement, qu'elle a retrouvé 50 ans après, puisque comme ils avaient chacun des noms de guerre, et ils connaissaient pas leur vrai nom. Et lui pensait qu'elle avait été tuée sur sa barricade le 25 août 44 derrière la République. Là où tout le monde, vous tous les Parisiens, vous allez souvent, c'est-à-dire sur le canal Saint-Martin. Mais à l'époque, on pouvait pas traverser le canal parce qu'il y avait des mitrailleuses allemandes qui tiraient dessus. Donc elle a réussi à le faire, mais on a cru qu'elle était morte. Enfin, ce Fenestrel, qui était le chef de la mairie insurrectionnelle du 18e, croyait qu'elle était morte. Et puis après, quand il est parti, lui, à la poursuite des Allemands, elle est restée. Et son pote Max, qu'on voit dans le tome 3, en revenant, ils sont partis à 45, ils sont revenus à 3. Il y en a que 3 qui ont survécu à cette période. Et quand il est revenu, il a dit, Fenestrel, il est mort, je l'ai vu, il a explosé avec un obus, et j'ai vu ses jambes arrachées, il est mort. Et en fait, 50 ans après, elle fait une émission à la radio qui s'appelle La Mémoire sauve, magnifique, sur France Culture, qu'on peut écouter. Et elle dit, je suis Madeleine Riffaut, on m'appelait Rainer. Et donc, la première émission passe et quelqu'un l'appelle en disant Madeleine Riffaut, oui, vous êtes Rainer ? Bah oui, pourquoi ? Attendez, je vous passe mon père. Et donc, mais t'es qui ? Et donc, au téléphone, t'es Rainer ? Ben oui, pourquoi ? Mais c'est pas possible, Rainer, t'es morte. Mais toi, t'es qui ? Moi, je suis Fenestrel. Fenestrel, c'est pas possible, t'es mort. Et donc, finalement, ils se sont retrouvés chez Madeleine. Il avait les jambes en bois, effectivement, il avait les jambes arrachées. Il s'appelait Charles Fertin. Et donc, elle a pu passer la fin de sa vie à lui, avec lui, et lui rendre les hommages, parce qu'il n'avait jamais voulu parler de la Résistance, tellement il était triste. Et donc, voilà, donc c'est plein d'histoires comme ça, incroyables, qu'on va raconter. Super. 1001 vies. Bon, oui, un peu plus. De Madeleine. Mais 1001 vies, c'est bien vu, parce que Dominique dit que c'est Sherazade, Madeleine. C'est-à-dire que pour qu'on s'en aille pas et qu'on n'aille pas se coucher, ou qu'on n'aille pas au restaurant, il fallait qu'elle trouve des trucs à raconter. Et bon, elle en avait plein en stock. Ouais, je repensais à sa vocation de journaliste, qu'en fait elle a trouvé après, où elle se demandait bien ce qu'elle allait pouvoir faire de sa vie. Ouais. Et il y a une formule qui est très courte, mais qui m'a un peu marqué. En fait, je devais juste trouver les mots. C'est comme ça qu'elle définit son nouveau travail. Ouais. Comment tu comprends cette phrase qui est, je trouve, très forte Eh ben, je la connaissais pas, mais elle est belle. Et je pense que ça colle avec son autre phrase qui disait, moi, ce que je voulais, c'était aller à la recherche de la vérité pour la raconter. Et donc, pour raconter la vérité, il faut trouver les bons mots pour qu'on comprenne que c'est la vérité. Alors, sa technique à Madeleine, c'était sans doute la plus simple, entre guillemets, mais aussi la plus dangereuse. C'est-à-dire, c'est aller chercher la vérité à la source des opprimés, des gens qui sont bombardés. C'est-à-dire, pas de parler aux politiques qui soient d'un côté ou de l'autre de leur vérité, c'est-à-dire du mensonge globalisé qui mène à des guerres, mais d'aller parler aux gens qui étaient sous les bombes. Et c'est ce qu'elle a fait tout le temps. Mais y aller, ça demande de risquer sa vie aussi.
Donc, c'est pas pour rien qu'elle a été condamnée à mort pour l'OAS, qu'elle a eu une organisation de l'armée secrète. Donc, le pire du pire, on va dire, des soldats français en Algérie, des généraux français en Algérie. Et donc elle a pris ce risque permanent tout le temps. Mais elle ne pouvait pas faire autrement aussi, si on réfléchit bien à ça. Elle a rencontré un jour une journaliste qu'elle a rencontrée après la résistante, mais qui était aussi une grande résistante, qui s'appelait Brigitte Friang, qui elle était dans un réseau gaulliste et qui travaillait pour le Figaro. Elle a sauté sur Dien Bien Phu en parachute pour aller voir ce qui se passait sur place pendant la bataille de Dien Bien Phu. Elles se sont retrouvées toutes les deux au Vietnam, un peu par surprise, mais elles se sont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre comme métier ? En fait, nous, Brigitte Friang, elle a été arrêtée par les Allemands qui lui ont tiré dans le ventre. Ensuite, ils l'ont torturée sur son lit d'hôpital. Elle a été balancée à Ravensbrück. Quand elle est revenue de Ravensbrück, elle s'est rendue compte que c'était son petit copain qui avait balancé le réseau, qui était lui-même dans le réseau. Donc, quelle vie. Et donc, en fait, après ça, elle pouvait rien faire d'autre qu'aller au-devant de la mort en permanence. La vie normale, aller acheter du pain et tout ça, c'était trop fade pour elle. Elle pouvait pas vivre ça. Donc, elles étaient déformées par la guerre. C'est ce que dit Madeleine, d'ailleurs. Elle dit dans un super passage dans Aujourd'hui Madame, qui est une vieille émission de 1972, qui est magnifique, qu'on voit en noir et blanc, qui est à l'INA, qu'on peut voir sur Internet. Elle dit quand un arbre a été brisé, en fait, il repousse dans une autre direction. Et en fait, voilà, moi j'ai été brisé totalement, mais Éluard m'a permis de repousser dans une autre direction. On ne sait pas ce qu'elle serait devenue. C'était une intellectuelle brillante. Elle avait tous les prix à l'école et tout ça. Elle aurait peut-être été totalement différente s'il n'y a pas eu la guerre, mais la guerre l'a fait prendre un autre chemin. Et ce chemin-là, c'est celui de Madeleine Riffaut, courageuse, incroyable, qu'elle aurait sans doute été. Mais c'est un chemin difficile de vie, mais je pense qu'elle pouvait tout simplement pas en prendre un autre. Intrépide, au caractère bien trempé. Bien sûr, parce qu'elle n'avait pas peur de mourir. Et d'ailleurs, quand elle a fait une psychanalyse très longtemps, avec des grands pontes de la psychanalyse, Questembert, etc., un jour, elle était en Algérie et le train s'est fait tirer dessus par on ne sait pas par qui. Et donc, elle s'est mise sous les fauteuils, elle est rentrée en France. Elle avait peur, elle a dit ah là là, il m'est arrivé un truc dingue, j'ai eu peur. Et le docteur lui a dit je suis content parce que ça veut dire que tu commences à guérir. Elle n'avait pas peur, en fait. Elle n'avait pas peur. Et donc c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Bien sûr, dans la prise de risque. Je reviens sur sa vocation de journaliste. On a beaucoup parlé de tout son travail sur la guerre, sur la résistance, sur la guerre d'Algérie, etc. Mais il me semble que le premier bouquin qu'elle a écrit, Les linges de la nuit, sur le travail... C'est son dernier bouquin. Son dernier bouquin, pardon. Sur le travail des infirmières. Est-ce que tu l'as lu, ce livre ? J'imagine que oui. Oui, quand même. Qu'est-ce qui est différent dans ce qu'elle raconte ? Alors, on peut dire que les ressemblances, c'est qu'elle parle encore de résistante, du travail des infirmières, des conditions de travail très dures. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce livre et qu'est-ce que ça raconte aussi de cette facette de la vie de Madeleine ? C'est un grand livre qui va être réédité en poche d'ailleurs par Point, je pense, et Le Seuil bientôt. Et c'est un immense livre en fait, qui, hélas, est encore totalement d'actualité. C'est bien triste. Et c'est en fait, elle revient, c'est 73, elle revient du Vietnam. Les Américains se désengagent du Vietnam à partir de 73, même si la fin c'est 75, la fin de la guerre du Vietnam, la prise de Saïgon. Madeleine est la seule à dire d'ailleurs la libération de Saïgon dans les personnes que je connaisse. Et tout le monde dit la prise de Saïgon, sauf elle. Et donc elle revient, elle ne sait pas quoi faire. Elle rencontre Paul, qui est son chef de résistance qu'on voit à la fin du premier tome et dans le deuxième, et qui lui dit, en fait, comme elle était à l'école de médecine, dans le groupe de résistance de l'école de médecine, ils sont tous devenus chefs de service et tous des grands docteurs, ses copains. Et donc, il dit, si tu veux retrouver la France, engage-toi dans un service, dans un hôpital et fais ce travail et tu vas voir qui sont les Français, etc. Donc, elle le fait pendant des vacances. Et en fait, elle se retrouve plongée là-dedans. Elle dit évidemment pas qu'elle est journaliste, donc c'est un vrai travail en infiltration. Et elle raconte la vie des gens, les conditions, etc. Mais c'est le travail terrible. Ouais. Et les infirmières, après, ont d'ailleurs dit que à leur chef de service que Madeleine, elle racontait leur vraie vie, parce que ça fait longtemps que les chefs de service, eux, ils mettaient plus la main dans la merde et dans le sang des patients. Et donc, quand ils changeaient les pansements et tout, et les couches. Et donc, elle a fait ça. Et en fait, est revenue sa vocation. Elle dit qu'elle était une femme en blanc ratée, Madeleine. La guerre l'a emmenée ailleurs, comme on en parlait tout à l'heure. Mais qu'elle était faite pour ça et qu'à un moment, elle a failli rempiler, parce qu'on lui a proposé de continuer à bosser, de lui prendre une chambre dans l'hôpital pour qu'elle travaille là.
Et elle dit, j'ai failli, mais il y avait une bonne sœur qui était une de mes amies, mais qui connaissait pas, qui a compris que j'étais pas une vraie infirmière et qui m'a dit, mais vous, Madeleine, Marthe, mais parce que dans le livre, mais vous n'êtes pas une infirmière. Vous, votre vrai métier, c'est de raconter ce que vous avez vécu. Et si vous devenez une vraie infirmière, vous aiderez moins les gens qu'en racontant ce que vous avez vécu. Et donc, elle a fait ce livre. Au début, elle a fait des articles dans l'UMA, je pense. Et puis, pas mal d'éditeurs, 3, je crois, l'ont approché en disant c'est un sujet porteur, on veut l'éditer. Elle a travaillé avec Juillard, qui était son éditeur d'avant, en négociant le passage en poche des maquis Viet Cong. Et ils l'ont édité. Elle a vendu 1 million d'exemplaires. Et en fait, elle était vendue partout. Les infirmières, elles le vendaient carrément au comité d'entreprise. Et puis, un truc qui est assez la fierté quand même de Madeleine, c'est que dans Le Figaro, c'était marqué augmenter les OS, les ouvriers en blanc, donc les infirmières. Et donc, même Le Figaro était d'accord avec elle. Donc, elle avait réussi quand même un truc complètement dingue d'humanité, finalement. C'est l'humanité, même en sortant du journal, mais d'humanité, c'est-à-dire se rendre compte à quel point ces gens-là ont besoin d'être aidés pour aussi aider les autres. Donc, de parler de ce qu'on ne parle pas et exactement. qui pourtant font tourner c'est du parfait Madeleine, pays. voilà, 100%. Et c'est très beau, elle dit, j'ai écrit un truc qui n'existe pas, personne ou très peu a écrit comme ça, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'émotions, on rencontre des gens incroyables, les gens se croisent dans les couloirs et en même temps c'est un livre vindicatif, c'est tout en même temps, c'est un livre sublime. Qui dénonce donc les conditions de travail très difficiles où elle se retrouve elle aussi à faire le ménage, à nettoyer bien le sûr, sang, bien etc. sûr. Vous avez pensé au texte qu'elle a écrit il y a de ça quelques années. Oui, Elle est parce tombée qu'elle s'est malade. retrouvée de l'autre côté. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc elle est allée à l'hôpital malade. C'était juste après le Covid, me semble-t-il, d'ailleurs des complications du Covid, où là elle va rester, je crois, je sais pas, 24 heures, c'est ça. Mais oui, on l'a emmenée, on a fait venir les ambulanciers. Héloïse de la Maison l'a emmenée aux urgences, mais à la RIB. Mais elle ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait c'était interdit, donc elle a fait les papiers. Et après, on n'a pas eu de nouvelles de Madeleine pendant 24 heures, alors qu'on était les numéros contact, quoi. Donc on était hyper inquiets, on restait chez elle, on se demandait ce qui se passait. Et finalement, on a réussi à avoir un docteur en faisant tous les numéros de l'hôpital qui a dit, mais moi je ne l'ai pas croisée, mais je vais regarder sur l'ordinateur. Ah, elle vient d'être transférée à Saint-Louis, qui est dans le 11e. Donc on a couru là-bas. Et on a pris l'ascenseur, et quand je suis arrivé au 2e, je crois, et j'ai entendu au fond du couloir Madeleine gueuler. Donc je me suis dit, c'est bon, elle est en forme, elle gueule. Et tout de suite, dès que je suis arrivé, elle m'a dit, prends un papier, je vais te dicter des trucs. Et elle a commencé à écrire le texte parce que... Mais ce texte, il est absolument fantastique parce qu'elle, donc pendant 24 heures, elle n'a pas de soins, elle est sur un brancard, elle est dans un couloir, etc. Et tout son texte est un extraordinaire plaidoyer en faveur de droits et des conditions de travail des salariés. Où elle dit, les infirmières en sont réduites à dire j'arrive, et personne finalement ne vient, mais parce qu'elles ne sont plus en condition, parce que chaque année qui passe, on leur ôte les moyens de pouvoir travailler. Je trouve que c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, elle passe du statut où elle est victime à un moment donné d'une situation qui est très difficile à un esprit totalement revendicatif on a délibérément abandonné l'hôpital public. Bah bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on n'avait personne au téléphone. C'est-à-dire que pour les infirmières qui étaient censées répondre au téléphone, elles n'ont plus le temps parce qu'elles doivent faire autre chose et qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Et du coup, je pense qu'ils ont réfléchi en se disant, mais tout le monde a un téléphone portable aujourd'hui, mais Madeleine, elle n'en a pas. Elle est aveugle. Donc il y a forcément des gens qui se retrouvent pris dans ces histoires-là. Et effectivement, on a écrit le texte, elle m'a dicté un truc, j'ai pris des morceaux, on l'a fait ensemble, je l'ai relu et relu avec Héloïse, à Madeleine, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose de bien. Et puis voilà, et je crois qu'on le dit à la fin, elle disait toujours, Madeleine, mais moi j'ai encore une voix, donc il faut que j'en profite, parce que si ça m'arrive à moi, ça veut dire que ça arrive à plein de gens. Et moi, finalement, je m'en sors, j'ai vous pour m'aider, mais si moi j'en parle pas, en fait, qui va en parler? Et donc, c'était ça pour l'hôpital. C'était ça pour quand elle a été arnaquée par la directrice de son agence de maintien à domicile. Elle s'est dit, si au début, elle voulait pas en parler parce qu'elle aimait bien cette dame, finalement. Donc, elle voulait pas en parler, mais elle s'est dit, si moi, j'en parle pas, dans les médias, on dit tout le temps, enfin, le gouvernement, où les gens disent, il faut privilégier le maintien à domicile parce qu'il y a des scandales dans les EHPAD. Mais personne ne dit les scandales qu'il y a dans le maintien à domicile. Et il va quand même falloir le dire. Moi, quand j'avais... Après, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, hein, il faut avouer, de tous les niveaux, enfin, de tous les partis politiques. Presque tous, vous voyez ce que je veux dire. Il y en a quand même au moins un qui nous a pas aidés, mais tous les autres vous nous aidez. J'ai eu vraiment plein de gens au téléphone et tout ça. Et je leur disais, mais regardez,
Madeleine, elle a besoin de gens pour être là la nuit et tout ça. Ça lui coûte très cher. Et en plus, l'URSSAF lui prend 3 800 € par mois parce qu'elle est considérée comme un grand patron qui emploie des gens. Alors qu'en fait, je pense que quand on emploie des gens et qu'ils nous font gagner de l'argent, ok, l'URSSAF, c'est normal, mais peut-être qu'il faudrait réfléchir pour tous ces gens-là qui payent autant d'URSSAF qu'un grand patron. C'est pas des gens qui rapportent de l'argent. Et donc, peut-être qu'on peut trouver aussi des choses comme ça. Et quand je disais, par exemple, j'ai eu le cabinet de Madame Borne qui m'a appelé, j'ai eu plein de gens, Monsieur Roussel, plein de gens. Mais quand je leur disais, vous savez combien elle paye d'URSSAF? C'est 3 800 € par mois. Et tout le monde était là. Oh, mais c'est pas possible. En fait, ça veut dire que tous ces gens, aussi formidables et voulant aider, ils ne savent pas ce qui se passe dans la réalité de ce putain de pays quand on est en maintien à domicile. Personne ne sait. Et en fait, ils étaient surpris de ce que je leur disais, mais c'est la stricte vérité. Alors, d'un autre côté, on avait l'ONAC-VG, qui sont les anciens combattants, qui sont formidables avec Madeleine, qui l'ont aidé, Monsieur Rakoto, Madame Hassani, vraiment à mort, quoi, vraiment, et qui réussissaient à lui donner des suppléments. Je crois qu'elle avait, à un moment, ils lui ont donné une prime spéciale de 3 500 € par mois, mais elle a été tout de suite bouffée par l'URSSAF. Ça n'a pas de sens, en fait, ça n'a aucun sens. Il faudrait le dire et puis essayer de faire quelque chose. De changer les choses. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, est-ce que il y a une question qu'on t'a pas posée, une anecdote que tu as envie de raconter? C'est le moment. S'il y a quelque chose dont tu as envie de parler, tu peux. Je sais pas, parce qu'on parle de beaucoup de choses et puis j'en ai encore tellement à dire, mais peut-être que ce que je peux dire d'avoir rencontré Madeleine, et je souhaite à tout le monde de rencontrer des gens comme ça, c'est que je pensais pas dans ma vie en arriver à parler du maintien à domicile, de tout ça. Et tout ça, je l'ai découvert avec Madeleine et on s'est battus ensemble. Je disais, je suis un peu ton porte-flingue. J'ai fait pour Madeleine des trucs que j'aurais jamais osé faire pour moi. Donc aujourd'hui, je le fais un peu mieux. Si je vous casse les oreilles avec ma voix, c'est parce que en 7 ans de Madeleine, j'ai appris à parler fort parce qu'elle entendait de moins en moins bien. Donc je parle hyper fort, je réussis plus à parler doucement, c'est horrible. Quand je suis au restaurant et tout le monde m'entend, c'est terrible. Alors des fois en dédicace, c'est pas mal parce que quand je raconte la vie de Madeleine en dédicace, les gens défilent d'à côté, ils m'entendent et ils viennent acheter l'album. Donc ça c'est bon, ça c'est un bon truc. Donc mais voilà, c'est vraiment des rencontres. Faut arrêter de dire les vieux cons et les jeunes cons. Voilà, Madeleine elle était vieille, mais elle n'était pas vieille en vrai. Donc elle est morte de vieillesse, mais avec un esprit totalement jeune. Donc c'est très intéressant. Voilà, j'entends beaucoup de choses dire c'est générationnel. Les vieux, ils sont racistes, les jeunes, ils sont pas racistes. C'est des mensonges. Il y a des jeunes racistes et des vieux pas racistes. Je pense qu'on doit sortir de toutes ces visions-là un peu simples, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux d'ailleurs, dans tous les cas. Arrêter de penser que la génération d'avant, c'est des fachos et la génération d'après, pour les plus vieux, c'est des idiots qui n'ont pas d'éducation. Je pense qu'il y a dans cette communauté humaine plein de gens formidables. Voilà, il faut aller les voir, leur parler. Ça fait du bien, on apprend plein de choses et puis finalement, ça sert à ça. Parce que si on n'apprend rien, autant mourir tout de suite. Et ben, c'est un très beau message d'espoir pour terminer ce stream. Avant, Cathy, il me semble qu'il y a une date que tu veux rappeler, une date importante. Pour les plus jeunes, pour les moins jeunes. Pour tout le monde. Pour tout le monde, une cérémonie d'hommage à Madeleine Riffaut aura lieu le 20 novembre à 14h30 au cimetière parisien de Montparnasse. Ouais, au petit cimetière du Montparnasse, dans l'allée 29, la section 29. Elle sera près de Vercors, elle sera près d'André Violis, une immense journaliste aussi, pas loin des fédérés. Bon, bref, c'est là qu'elle voulait être. Là, pour le coup, on peut remercier la mairie de Paris et Madame Hidalgo qui avait promis de lui trouver une tombe sur place. Elle l'a fait, donc voilà, ce sera le 20 à 14h30 et tout le monde est accepté. Venez comme vous êtes, habillés. Il n'y a pas de dress code, mais c'est pour rendre hommage à Madeleine et je crois qu'elle le mérite vraiment. Je ne sais pas si elle aura droit à un hommage national. Ça, c'est Monsieur le Président qui décide de ça. Je ne sais pas s'il décidera. Oui, moi je crois qu'elle le mérite, mais bon. Voilà, je pense. Mais parce qu'elle représente quelque chose, à mon avis, de très fort. Et je me rends compte à travers les journaux qu'on parlait d'elle, l'UMA évidemment, mais même La Croix et même Le Monde et même Libé et tout le monde en fait. Donc ça veut dire qu'elle dépasse ce clivage-là. Elle est humaniste vraiment. Et moi je serais content de voir autant de monde, vraiment beaucoup de monde autour d'elle, puisqu'elle a vécu en plus ces quelques dernières années isolée chez elle, avec juste la venue de nous, puis d'autres gens évidemment, mais voir vraiment beaucoup de monde autour d'elle, pour de vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, je serai là. Mais il y aura aussi d'autres gens. Je crois que ça vaut le coup, ce sera beau. Ouais. Et après, il y aura un petit pot à la mairie du 15e qui gentiment nous prête une salle. Donc
Donc voilà, je pense je dis pas que c'est le dernier hommage à Madeleine, à mon avis, il y en aura d'autres. Mais en tout cas, celui-là, il sera puissant. Et puis, on n'aura qu'une seule prise de parole, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Et la prise de parole, ce sera Babette Aubrac. Donc je pense que ce sera très beau et très énergique aussi. Super, merci beaucoup Jean-David Morvan. Ouais, vous avez retenu le message. Si vous avez envie de rendre un dernier hommage à Madeleine Riffaut, donc le 20 novembre à 14h30 au cimetière Montparnasse. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Cathy d'avoir mené cet entretien avec moi. Non. Merci. Jean-David, c'est mon premier Twitch. Hein. C'est vrai, et ça nous fait très plaisir que tu le fasses ici. Je pense que les gens étaient très attentifs et très content de t'entendre parler de la vie de Madeleine. J'aurais bien aimé que ce soit elle qui parle, mais là, c'est plus possible maintenant. On vous encourage évidemment à aller lire et à aller acheter toutes les BD que tu as réalisées, et celles sur le Madeleine, mais celles sur les autres aussi, à redécouvrir Sillage, pourquoi pas, c'est l'occasion. C'est pas si mal. Voilà. Donc il y a 3 tomes pour l'instant, il y en a un 4e, tu nous as dit, qui sortait fin 2025. Ouais, c'est ça. Voilà. Et encore merci à tous les deux.